Il est 18 h, c'est l'heure du JT sur 8 Mont Blanc. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le vendredi 2 octobre dans l'actualité ce soir. C'est un chantier au cœur de la ville qui sommeille. La saga du parking Ravet se poursuit à Chambéry. La nouvelle municipalité opposée au projet a mis les travaux à l'arrêt le temps de lancer une concertation auprès des habitants. Nous ferons le point dans quelques minutes avec Sébastien Germain. Tous les vendredis désormais, nous vous proposons des formats différents dans le journal. Ce soir, plongée long format au CFA de Groisy, près de 50 ans d'apprentissage dans des métiers aussi différents que fleuriste, boucher ou encore pâtissier. Nous irons à la rencontre de ces jeunes en formation. Mais avant de développer ces titres, on s'intéresse à Octobre Rose en ce 2 octobre, un mois dédié, vous le savez, à la lutte contre le cancer du sein. Il est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec une femme touchée sur 8 au cours de sa vie. La recherche et le dépistage sont essentiels pour lutter contre la maladie. Et pour participer à leur façon à ce combat, 18 photographes professionnels organisent demain samedi pour la 4e année l'opération On pose pour le rose. Avec moi pour en parler, Vanessa Amiot, photographe professionnelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes basée dans le Chablais et demain à Évian, on peut venir prendre la pause devant votre objectif et devant l'objectif de quelques-unes de vos collègues. Quel est le but de cette journée et surtout comment ça se passe ? Oui, alors c'est ça. En fait, on va être 4 photographes. On propose chacune un thème différent. Et les femmes, en fait, ont réservé un créneau sur le site internet de l'association. Elles ont fait des dons de 30 ou 40 euros si elles voulaient un maquillage. Et elles passent pendant 15 minutes devant nos objectifs. Et puis, elles récupèrent 2 photos en haute définition d'ici quelques semaines. Mais voilà, ce sont que des dons directement faits à notre association. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident d'aller poser devant des photographes professionnels. Qui peut participer à cette journée ? Alors, j'ai envie de dire toutes les femmes. Pour le coup, c'est vraiment réservé aux femmes. Nombre d'entre elles sont déjà clientes des photographes présentes, donc ont un petit peu l'habitude de l'exercice. Mais elles sont aussi nombreuses à venir entre amis, avec leur maman, avec leurs enfants, avec leurs petites filles. Donc c'est un exercice plutôt convivial au final parce qu'on est plein de femmes. Et le but, c'est vraiment aussi de passer un moment de complicité, de bienveillance. Et au final, ça se passe bien, ça va. Alors vous êtes spécialisée dans l'accouchement, la maternité. Pourquoi vous avez décidé de vous associer à cette initiative ? Qu'est-ce qui vous a touché dans cette opération-là ? Alors en fait, moi je connaissais donc la présidente de notre association, Agathe Dufaux, qui elle est photographe dans le sud. Donc en fait, j'avais envie de faire quelque chose d'utile avec ce que je savais faire. Donc ça m'a semblé évident en fait d'adhérer à l'association et puis de donner une de mes journées en tant que bénévole et me servir un peu de mon savoir-faire à moi. Même si au quotidien, c'est vrai que c'est pas le type de photo que je fais. En tout cas, c'est un moment hyper enrichissant aussi pour moi. C'est à tous les niveaux, c'est une belle journée. Le fait que ce soit consacré à la lutte contre le cancer du sein, vous travaillez différemment avec les femmes que vous allez prendre en photo demain ? Oui, je pense un petit peu parce qu'on a certaines femmes qui viennent et qui sont directement touchées par la maladie. Alors, soit elles, soit leur maman, soit une amie. Certaines sont actuellement en combat, d'autres en rémission et d'autres pas forcément en lien, mais c'est vrai que du coup, on est dans une optique quand même beaucoup plus, comment dire, bienveillante vraiment. Et du coup, oui, ça nous fait un peu travailler différemment. Je pense que l'optique n'est pas la même et on est encore plus dans la bienveillance et dans l'empathie qu'on le serait habituellement, je crois. Dernière petite question, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire ou est-ce que vous êtes complet ? On est complète. Donc, on regarde comment ça se passe pour prendre rendez-vous l'année prochaine. Voilà. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce journal. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. C'est ce qu'il convient d'appeler une arlésienne, je vous le disais en titre depuis plusieurs années. Le projet du parking Ravet à Chambéry est au cœur de toutes les discussions, pour ne pas dire tension et crispation. Initié par l'ancienne équipe municipale de Michel Dantin, une partie des travaux est à l'arrêt depuis quelques semaines. La nouvelle municipalité a en effet lancé une concertation publique sur le devenir du site. On fait le point avec Sébastien Germain. Peu ou pas d'ouvriers présents, une grue de chantier à l'arrêt. La cadence du chantier de construction du parking Ravet à Chambéry a sérieusement ralenti depuis quelques semaines. Et dans cette affaire, la Covid-19 n'y est pour rien.
car la nouvelle équipe municipale en place depuis le mois de juillet dernier vient de lancer une concertation publique. Une consultation qui a entraîné l'arrêt des travaux d'élévation du chantier. C'est un projet qui a été fait à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de concertation préalablement à la mise en œuvre des opérations, et donc on a décidé de rétablir un peu les choses dans le bon ordre, et on s'est dit qu'on allait devoir se poser avec les citoyennes et les citoyens pour en discuter sereinement et faire en sorte que la bonne décision soit prise sur l'avenir de ce projet. Depuis plusieurs années maintenant, le parking gravé déchaîne les passions et ranime les rancœurs à Chambéry. Et ce nouvel épisode en est la parfaite illustration. On souhaite mettre en place des schémas de déplacement qui permettent au mode doux notamment de pouvoir se faire de manière sécurisée, apaisée et efficace. Et force est de constater que ces enjeux-là ont été négligés sur la base du premier projet qui a été présenté. Une chose semble certaine aujourd'hui, le parking gravé ne devrait pas voir le jour dans sa version initiale de 6 étages. Plusieurs nouveaux scénarios sont proposés à la population. Mais pour l'opposition, à l'origine de ce projet, cette concertation n'a pas lieu d'être dans cette configuration. Je trouve qu'aller demander l'avis aux citoyens est toujours intéressant, mais lorsqu'on a l'ensemble des éléments, et ce que je constate sur cette concertation qui a été lancée lundi dernier, c'est qu'il manque les éléments, et notamment les éléments financiers, pour permettre aux Chambériens et aux usagers de la ville et de ce futur parking de pouvoir émettre un avis totalement éclairé, totalement objectif. Je pense que certains l'ont pris comme symbole contre le véhicule, alors que le parking va bien au-delà. Ce n'est pas seulement un parking, c'est un élément d'ensemble d'usage de la ville. Donc peut-être que certains ont trouvé là un élément de campagne pour faire rêver. Une dernière réunion publique est prévue ce mercredi 7 octobre. La concertation s'arrêtera quant à elle le 12 octobre prochain. Rappelons qu'au final, ce seront les élus qui auront le pouvoir décisionnaire. Séance plénière ce matin à Chambéry. Les 38 conseillers départementaux ont notamment adopté leur dotation annuelle pour le fonctionnement des collèges. 6 millions d'euros à destination des 46 collèges du département pour la petite maintenance, l'entretien du patrimoine ou encore l'espace numérique maclassensavoie.fr. L'Assemblée a aussi accueilli son nouveau conseiller suite à la démission de Thierry Repentin, devenu maire de Chambéry en la personne de Gaëtan Pochet. À l'ordre du jour également, pour compléter son enveloppe de 40 millions d'euros destinée à relancer l'activité dans le département, l'Assemblée abonde de 2,5 millions d'euros le Fonds Région Unie. On écoute Hervé Guémard. Nous nous sommes rendus compte, en discutant avec les entreprises, avec les professions libérales, qu'il y a beaucoup d'entreprises parce qu'il y a des trous dans la raquette dans le dispositif gouvernemental. Et donc, avec la région Rhône-Alpes et avec l'accord de l'État, nous avons décidé de créer ce Fonds Région Unie pour combler ces trous dans la raquette. Donc, le département de la Savoie contribuera à hauteur de 2,5 millions d'euros et c'est ce que nous avons voté aujourd'hui. On a évidemment, comme partout en France, beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir. Et cette inquiétude est difficile à préciser parce que nous ne connaissons pas encore les règles sanitaires, et notamment pour le tourisme d'hiver. Est-ce que les étrangers vont pouvoir venir ou pas, puisqu'une grande partie de la clientèle est étrangère? Est-ce que, comme cela a été le cas pendant la saison d'été, qui a été bien meilleure que prévu, est-ce que les Français viendront à la montagne? Donc il y a tout un travail qui se fait avec les professionnels de la montagne. C'est un gros défi que nous avons à relever. Et je dirais qu'il faut qu'on s'adapte semaine après semaine. Et les professionnels de la montagne, justement, étaient réunis à Grenoble pour 2 jours. Les 250 stations de ski de France étaient en effet rassemblées à l'occasion de leur congrès annuel. Un événement incontournable pour ceux qui se préparent à ouvrir leur domaine skiable au plus grand nombre dans quelques semaines. Cette année, la saison sera forcément particulière avec beaucoup d'incertitudes. L'enjeu est de taille alors que chaque hiver, on comptabilise près de 10 millions de touristes en France. On écoute Laurent Reynaud, délégué général de Domaine Skiable de France, au micro d'Emmanuel Jaude. Plutôt que de faire la liste des incertitudes, et c'est vrai qu'elles sont nombreuses aujourd'hui, on a aussi un certain nombre d'invariants finalement dans la crise sanitaire qu'on traverse. En tout cas, vu du point de vue touristique, puisque nous sommes des acteurs touristiques, les invariants, c'est le besoin de ressourcement, le besoin d'espace, c'est peut-être même quelque chose qui se renforce encore après le confinement qu'on a tous vécu, le besoin de partager aussi des moments ensemble, en famille, entre amis. Le ski est un sport qui se partage, on skie rarement seul. Et je pense que cette année, il sera tout particulièrement important pour les gens qui sont les skieurs, qui aiment la neige, tous les plaisirs de la neige. Il n'y a pas que le ski, il y a la luge, il y a plein d'autres sports. Eh bien, il sera particulièrement important, je pense, pour nos clientèles
tant françaises que nous l'espérons, les clientèles étrangères, de venir vivre ces expériences de pleine nature dans nos stations. Dans le respect des gestes barrières, bien sûr, le masque en particulier sur les remontées mécaniques. Le laboratoire qui a constitué l'été pour observer comment les clientèles acceptaient la mise en place des masques ou des gestes barrières et l'engouement de toutes les clientèles, y compris internationales pour nos montagnes cet été, montre que la montagne continue d'avoir une carte à jouer dans l'adversité. Je vous le disais en titre, le vendredi, on prend son temps avec des reportages long format, direction le centre de formation de Groisy ce soir, spécialiste de la formation en apprentissage depuis 47 ans. Il a dévoilé ce mercredi sa nouvelle identité. L'établissement porte désormais le nom de Campus de Groisy et dispose d'un nouveau bâtiment. L'occasion pour nous de découvrir de jeunes talents qui s'y forment dans des métiers aussi différents que glacier, fleuriste, préparateur en pharmacie ou encore barman. Aude Frappin est allée à la rencontre de 2 de ses élèves. Reportage. Maude Burlereau, 27 ans, n'était pas partie pour devenir pâtissière. Engagée dans des études de marketing, elle obtient son master en 2017. Mais elle réalise rapidement que ce n'est pas la voie qui lui convient et décide de prendre du temps pour réfléchir. J'ai choisi de partir à l'étranger pendant 1 an et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai eu le déclic et que voilà, je voulais faire vraiment ma passion, c'est-à-dire la pâtisserie. C'est en pâtissant, en fait, en faisant un banana bread quand j'étais en Nouvelle-Zélande, que je me suis dit il faut vraiment que je me forme là-dedans parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Et voilà. Je suis en alternance, je suis dans un salon de thé à Annecy qui s'appelle Pleure pas Madeleine. Donc voilà, quand je suis en entreprise, on travaille plein de gâteaux différents. Et quand je suis à l'école, c'est 3 jours par semaine, par mois en fait, 3 jours par mois. On a des travaux pratiques et puis on a aussi de la théorie. On a commencé par faire des pâtes feuilletées, donc en groupe on est en binôme, en fait on travaille en binôme. Après on a fait une crème diplomate, donc, qui est une base crème pâtissière et après on rajoute une autre préparation pour créer la crème diplomate et donc tout ça c'est pour préparer le millefeuille. Donc voilà, c'est la première fois que je fais un millefeuille. Il y a eu quelques couacs à la fin parce que du coup ça a un peu collé au fond de la casserole, mais bon, on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Quand on est en cours, c'est quand même des grosses journées, il faut être rigoureux, organisé. Je pense qu'il faut aussi apporter pas mal de travail personnel et travailler en dehors parce qu'effectivement une journée de TP par semaine de cours, ça passe vite. Mais voilà, je pense que quand on est curieux, qu'on aime ce qu'on fait, en fait, ça devrait bien se passer et je suis assez confiante pour la suite. On a une jeune déjà qui est motivée, qui, si on regarde son plan de travail, tout a l'air d'être bien organisé. On va dire déjà c'est des bons points. Hygiène, organisation, passion, partage. On a à peu près 13 semaines de cours dans l'année et l'objectif, c'est déjà d'avoir le CAP. Dans un premier temps, me faire de l'expérience et puis à terme, j'aimerais bien avoir mon propre café où je pourrais faire plein de gâteaux. Dans un tout autre univers et parmi les 25 formations que propose le CFA, il y en a une qui prépare au métier de boucher. Une profession dont rêve Côme depuis tout petit. En CE1, en fait, je suis allé à une boucherie en fait, qui élevait leur porc et tuait leur porc pour vendre. Tout était légal, bien évidemment. Et en fait, ça m'a intéressé. Je me suis dit. Après, j'ai visité une ferme aussi. Ça m'a aussi beaucoup aidé. Puis j'ai toujours apprécié, quoi. C'est une passion. Bon, j'ai eu un peu de problèmes avec les gens qui disaient ah ouais, il veut faire boucher. C'est pas. Non, moi, ça m'a toujours plu. Et maintenant, c'est ce qui me plaît encore. C'est un travail minutieux, on dirait pas comme ça, on a toujours l'image du boucher avec plein de sang et tout ça. Il faut être précis dans ses mouvements et tout ça. Et on a différents couteaux pour différentes tâches. On a le plucheur pour enlever la peau névrose et tout ça, le gras. Et on a le désosseur pour enlever les os. Et on a le trancheur pour couper dans le client les escalopes et tout ça. Parallèlement aux cours pratiques de préparation de la viande, une grosse partie de l'enseignement est consacrée à la théorie. Les apprentis doivent être en mesure de contrôler la qualité des viandes, vérifier leur traçabilité, respecter des règles d'hygiène strictes et être aptes à assurer le conseil et la vente des produits. Au début, ça a été compliqué d'apprendre par cœur. C'est minutieux, ça demande vraiment beaucoup de concentration. Et si on n'accroche pas dès le début, ça sert à rien pour après. Je connais un bouquin de à peu près 100-200 pages. J'ai aussi fait des fiches de révision pour mes collègues au cas où s'ils s'en sortaient pas. Je leur demandais est-ce que oui, tu veux une fiche de révision, je t'en fais une, pas de problème. Tout ce qui est théorique, il est très très à l'aise, il a beaucoup de facilité. Donc c'est un des meilleurs dans cette classe du coup.
C'est vrai qu'il est très investi même dans ses travaux de recherche, donc c'est très agréable d'avoir des apprentis comme ça. S'il en a l'envie, je lui souhaite de continuer et je pense qu'il réussira sans problème. En 1 an et demi de formation, Com a gagné en maturité et en expérience. Apprenti salarié dans une boucherie à Mieuxy, il est aussi devenu indépendant financièrement. Quand j'ai reçu ma fiche de paie, j'ai fait mais pourquoi ça... Il me dit ah mais t'es payé parce que t'es au CFA, t'es en première année, t'es un salarié donc je te paye. J'ai fait ah d'accord, bon bah c'est très bien. Fer de lance de la formation des métiers de bouche, mais aussi de la fleuristerie et de la pharmacie, le CFA de Groisy a su imposer sa renommée. Le fait d'avoir des formateurs de qualité qui ont envie de transmettre à nos jeunes, ça aide à faire la réputation et puis après nos jeunes sortent, ont des emplois, font leur carrière et font quelque part la promotion également de l'établissement. Malgré le confinement, le CFA de Groisy a enregistré des taux de réussite de 92% aux examens officiels du CAP et du brevet professionnel. Une réelle satisfaction pour son président, même si la crise sanitaire a compliqué la recherche des contrats d'apprentissage pour les nouveaux élèves. Fin août, on avait à peu près 60-70 apprentis qui n'avaient pas de maître d'apprentissage. Et là, c'est pareil, on a pris notre téléphone, nos équipes ont pris le téléphone. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il nous reste 7 apprentis qui n'ont pas de maître d'apprentissage. Je crois que, il y a les mesures quand même qui ont été annoncées par l'État qui ont beaucoup aidé. Et il y a beaucoup la mobilisation de toutes les professions pour accueillir les jeunes et pour transmettre, parce que c'est l'avenir de nos métiers d'avoir ces jeunes qui apprennent et puis qui peuvent ensuite rentrer dans nos entreprises. La région, nous, on a choisi de maintenir les aides qu'on apportait aux jeunes sur l'apprentissage. Donc par exemple, on a poursuivi, même si on n'a plus compétence, le financement de leur premier équipement professionnel. Donc ils ont 120 € par an qui leur est attribué pour acheter au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes leur premier équipement professionnel. On finance leur transport pour pouvoir aller dans leur centre de formation, parce que pour certains, ce n'est pas neutre comme coût financier. Et puis on les aide aussi dans leur mobilité, dans leur orientation. C'est très important pour qu'ils puissent aller dans un établissement qu'ils ont choisi pour faire un métier qui leur plaira. Et puis aujourd'hui, le contexte économique fait que c'est très compliqué de trouver des stages. On est en train d'imaginer une solution pour aider à faire matcher les entreprises et les jeunes, à faire en sorte qu'ils se rencontrent et qu'on puisse créer un réseau et un lien entre un apprenti qui n'a pas de lieu d'apprentissage et une entreprise qui cherche aussi un apprenti et qui n'a pas connaissance de ce qu'est un centre de formation ou de l'endroit où il peut se trouver. Donc on travaille à ça aussi avec les centres de formation notamment. Chaque année, ce sont près de 450 apprentis qui sortent du CFA de Groisy diplômés. Et j'ajoute que depuis la rentrée, une nouvelle formation de CAP glacier proposée par le CFA, une nouvelle promotion d'apprentis a commencé les cours en septembre. Pour terminer, une idée de sortie pour ce week-end. Du côté du pays du Mont-Blanc, le comité Mont-Blanc organise une journée de découverte ce dimanche 4 octobre au Contamine-Montjoie. Avec moi pour en parler, Anne-Chantal Pigelet-Gréville, la présidente du comité, par ailleurs vice-présidente de la fédération de ski. Alors, on va pouvoir s'essayer au saut à ski ou encore au ski roue ce dimanche. C'est plutôt atypique comme programme pour un mois d'octobre. Alors, atypique, bonjour à tous. Bonjour. Oui, atypique, non, pas vraiment, puisque ce sont des disciplines que nos athlètes de haut niveau pratiquent. Mais là, l'intérêt, si vous voulez, c'est d'offrir cet apprentissage et cette découverte non seulement à nos licenciés, mais à tout un chacun. Les familles, débutants comme experts, peuvent venir donc ce week-end s'exercer à des relais, des challenges, mais également une initiation au ski à roulettes, au biathlon comme à la télévision, et puis également au saut à ski. Et puis le week-end prochain, rebelote à Balaison, initiation à la marche nordique avec au programme également des circuits et des ateliers pour découvrir la marche nordique. Des disciplines qui ne sont pas nouvelles au niveau de la fédération, mais que nous souhaitons encourager et développer de manière à ce que la Fédération française de ski soit une fédération 4 saisons. C'est ce que j'allais vous demander. Là, vous voulez vraiment animer toutes ces disciplines tout au long de l'année et pour le plus grand nombre ? Bien sûr, bien sûr. Il est important pour nous que nos ski clubs soient le relais de nos activités, bien sûr l'hiver, mais également l'été, l'automne et le printemps, pour rester en forme. Donc, nous avons des moniteurs fédéraux qui sont habilités à accompagner et à transmettre des savoir-faire dans des disciplines qui sont effectivement réalisables l'été, l'automne et le printemps, pour ne faire qu'être plus près et mieux vivre la saison d'hiver.
Et Voilà. en plus, avec des gens qui ont envie d'être à l'extérieur, on sait que là, les activités extérieures depuis le confinement ont beaucoup de succès. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire, que ce soit pour ce dimanche 4 octobre au Contamine ou au 11 du côté de Ballaison? Tout à fait. Les inscriptions sont gratuites. Elles ont été relayées par les médias sociaux et par vous-même. On vous attend nombreux. Je le répète, petits et grands, en famille, experts. Il y en a pour tous les goûts et nous serons ravis de vous accueillir. En prime, également le 11, il y aura le groupe folklorique Tradition. Et donc, nous serons très heureux avec toutes les règles de confinement qu'il conviennent. Et bien ravis de vous accueillir dans un espace plein air. Donc, un peu moins de contraintes que dans vos locaux de 8 Mont Blanc, mais en ayant le plaisir de partager quelque chose qui plaît à tout le monde et qui élève, on va dire, aujourd'hui et qui donne de la joie. Voilà, et ça fait du bien d'être dehors dans notre belle région. Merci beaucoup. Je Merci. vous en prie. Et donc, on vous donne rendez-vous au Contamine le 4 octobre ou à Ballaison le 11. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, c'est la météo. Il neige en montagne, justement, et assez bas. Donc, le département de la Savoie a annoncé la fermeture temporaire dès ce vendredi de nombreux cols. Les cols du Galibier, l'Iseran, Montseny, le col de la Madeleine, le Cormet de Roseland, le Petit Saint-Bernard, le Glandon ou encore la Croix de Fer sont fermés à la circulation pour une durée indéterminée. Prudence donc sur les routes et attention aux itinéraires du week-end. Passez une très belle soirée, à bientôt.